On a coutume de dire qu'une série de playoffs n'a pas commencé tant qu'une équipe n'a pas gagné à l'extérieur. Et hier, il y a une série donc, qui a bel et bien commencé. C'est la série Knicks contre les Sixers. Shai, énorme réaction de Philadelphie. Un Joel Embiid monstrueux, pas mal d'échauffourées, une grosse polémique sur une faute sale. Bref, un esprit de playoff comme on le sent depuis le début dans cette série. Qu'est-ce qui s'est joué hier entre les Sixers et les Knicks pour expliquer donc, cette victoire 125-114 à l'avantage de Philadelphie? Bah, les Sixers étaient attendus au tournant parce que les deux défaites à New York avaient laissé pas mal d'interrogations. Ils avaient été battus dans l'intensité, dans le combat. Tout ce qu'il y a autour de Joel Embiid avec ce qu'on avait déjà évoqué et donc sur lequel on a plus de précision et on va en parler aussi, mais avec son problème au niveau de l'œil, le genou qui grince. Philadelphie était un peu dos au mur et il fallait gagner le match. Et puis ça a été une, une foire d'empoigne, une baston. Avec Embiid en acteur principal, dont tu parlais de la faute qui lui a valu une flagrant one. Certains auraient aimé une flagrant two et il est passé près de la correctionnelle plusieurs fois pendant le match. Ce match d'Embiid, il est assez incroyable parce que je suis autant admiratif de ce qu'il a réussi à faire dans les conditions dans lesquelles il les a faites, c'est-à-dire qu'il a donc cette paralysie faciale qui l'empêche, qui le gêne clairement, ça se voit sur son visage, on l'a vu avant, après les matchs, même pendant, tu sens que c'est un peu compliqué. Le genou qui grince, comme je disais, et à côté de ça, il fait un match colossal, il marque 50 points, il va 21 fois sur la ligne, il fait un troisième quart-temps d'enfer, il énerve tout le monde, mais il arrive à, à faire basculer le match en faveur de Philadelphie. Donc je suis autant admiratif de ça que un peu agacé par la manière dont il a provoqué, où il est rentré dans le défi physique. Il fallait de toute façon parce que les Knicks ne se seraient pas laissés battre comme ça. Je suis un peu mitigé, à la fois admiratif et à la fois je me dis il est quand même passé très près de la correctionnelle, le Joel Embiid. Ouais, donc tu l'as dit, 50 points à 13 sur 19 au tir, 5 sur 7 à 3 points, où il était incroyable, 19 sur 21 au lancer franc, 8 rebonds, 4 passes, donc record en carrière pour un match de Ouais. playoff pour Joel Embiid. Je te propose quand même, et puis après on va parler du match, mais quand même de parler de cette faute sur Mitchell Robinson, cette faute donc flagrante, déterminée comme une flagrante une. Donc si vous n'avez pas vu l'action, de toute façon on va essayer de vous la mettre dans la vidéo, mais ce qui se passe c'est que Joel Embiid est hyper frustré parce qu'il n'a pas un coup de il y a un coup de sifflet qu'il voulait avoir d'un côté du terrain qu'il n'a pas. Ouais. Il revient en défense en râlant. Il y a une action offensive et il se retrouve au sol avec Mitchell Robinson qui est debout à côté de lui. Et en fait, il attrape littéralement la jambe de Mitchell Robinson. Il le tire vers le bas, vers lui-même. Robinson tombe et se blesse à la cheville parce que par la suite il sort et il revient pas en jeu sur le terrain. C'est une cheville à laquelle il avait été blessé. Les arbitres, donc il y a un début d'échauffourée, ça se pousse un peu, bon, pas méchamment, hein, personne n'a eu peur que ça parte en bagarre, j'ai l'impression. Et les arbitres donc donnent une flagrante une après avoir revu les images. Moi, je suis curieux de voir quand même si cette faute va pas être upgradée au vu de la blessure, du fait que ça a quand même occasionné une blessure importante, que c'est pas une action de basket. Pour moi, c'est vraiment, c'est pas, tu sais, il y a jouer dur, mais ça, c'est pas jouer dur en fait. C'est Ouais. manquer de blesser un joueur. Moi, je trouve ça choquant quand même de la part d'un joueur qui a un tel historique de blessure et qui a tendance souvent aussi à se laisser tomber au sol et à se jeter dans les genoux, les chevilles des gens qui sont à côté de lui. Je trouve que j'adore le joueur qui est Joel Embiid, mais ça, je trouve que c'est un comportement qui est dangereux. J'attends de voir ce que va dire la Ligue à ce sujet sur la faute. Et je rappelle la stat, Joel Embiid, il a shooté 21 lancers francs. 21 lancers francs. À quel moment tu peux être frustré à ce point-là? Enfin, je veux dire, il en a shooté 21. Les Knicks en ont shooté 19 en tout. Donc je comprends que tu sois agacé parce que t'as pas eu un coup de sifflet, mais à un moment, Moi, je c'est pense bon, qu'il quoi. Je sais je pas pense ce qu'il a que. le symptôme. Il a le symptôme du. Alors, j'essaie de me mettre à sa place. C'est pas pour lui trouver une excuse, hein, mais je sais que moi, j'ai déjà vrillé dans des matchs où j'avais déjà une blessure préexistante, où j'étais un peu en souffrance, où j'avais peur de me reblesser. Et je pense qu'à chaque fois que les Knicks défendent un peu dur sur lui, mais ce qui est normal, derrière, il part dans une espèce de frustration où il perd un peu le contrôle. Et derrière, parfois, ça peut arriver que tu fasses des fautes où ton cerveau et les fils ils se touchent. Et je pense c'est ce qui s'est passé sur ce coup-là. Parce que il tombe juste avant, j'ai l'impression qu'il en rajoute aussi, d'ailleurs, sur le moment où il tombe avant d'accrocher Robinson. Euh, ouais, il est frustré du truc où il a l'impression que les mecs veulent lui faire mal. Je sais pas, il est dans des dispositions, à mon avis, il est vraiment sur un fil, même mentalement, où il doit se bagarrer
à la fois pour porter l'équipe sur ses épaules et pour essayer de pas se reblesser. Enfin, c'est très bizarre. Donc, je partage totalement ce que tu as dit. Je pense que c'était une faute très dangereuse qui n'a pas sa place sur le terrain. Mais je l'explique comme ça en tout cas. Je pense pas que c'est quelqu'un qui ferait ça forcément tout le temps. Je pense qu'il n'est pas dans des bonnes dispositions et que ça peut donner ce genre de situation. Et c'est pas la seule situation où il a fait des trucs comme ça, hein. Dans le match, il y a eu une action avec Hartenstein aussi qui était franchement limite, où c'est des actions dangereuses et c'est problématique parce que j'ai pas l'impression que la Ligue va revenir dessus. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est peut-être très codifié au niveau du geste exact qu'il a fait, je sais pas. Mais oui, c'est problématique, c'est sûr. Honnêtement, enfin, je comprends même pas pourquoi les arbitres ont donné qu'une flagrante une, dans le sens où il joue. C'est pas une action sur la balle. Il attrape, il est au sol, il attrape la jambe d'un joueur qui est en l'air, il le tire avec lui vers le sol. Et il se trouve qu'en plus le joueur se blesse. Tu sais, je pense que si Mitchell Robinson s'est tout de suite relevé en fait après l'action. Il a pas cherché. Lui, il est pas parti dans l'échauffourée du tout. S'il était resté au sol, honnêtement, je serais. Je suis curieux de voir s'ils n'auraient pas donné au moins une flagrante 2. Je dis pas qu'il aurait été exclu, mais pour moi, c'est pas une action de jeu du tout, en fait. Et ce qui est un peu choquant, c'est que tu vois, l'action juste avant, où il réclame une faute, il prend un tir en périphérie, c'est même pas une action dure où personne se met dans ses appuis, le pousse. J'entends ce que tu dis, hein, Shai, d'autant qu'il est effectivement blessé. Tu sais, à un moment, il y a un arrêt de jeu, simplement, il y a une faute sur Maxey qui était en train de lui faire la passe, donc tout le monde s'arrête de jouer. Et puis lui, comme il reçoit la balle, il prend le tir dans la foulée, il prend un petit tir et il redescend sur son genou gauche, mais il saute pas des masses. Et tu vois tout de suite, il claudit. Ok, clairement, il est blessé. Mais par contre, voilà, moi j'attends de voir comme ce que va dire la Ligue là-dessus. Parce que moi, ce qui me choque, encore une fois, c'est que c'est vraiment pas une action de jeu. C'est pas jouer dur. C'est pas, tu sais, même revenir, vouloir mettre un contre et puis prendre la tête. Tu vois, je dis, enfin. Ça arrive, tu joues quand même une action de basket, là, t'es par terre, t'attrapes un mec, tu le mets au sol, en plus il se blesse. Moi je trouve ça vraiment problématique, je trouve ça dommage même que ça éclipse un petit peu dans mon esprit le match incroyable qu'a fait Embiid. On va pouvoir revenir dessus parce que vraiment New York a pas trouvé... Enfin, j'allais dire New York a pas trouvé la solution, je sais pas s'il y avait une solution. Même les tirs à 3 points qu'il met, des fois ils sont contestés, tu vois que le défenseur il peut pas être plus près sans risquer de faire faute. Il a fait une démonstration offensive qui était hyper impressionnante. À ses côtés, Terry Maxey a parfaitement tenu son rôle, il finit avec 25 points. Malgré tout, c'était serré. Le match a été serré quand même si... serré. Philly a réussi à prendre entre 10 et 12 points, mais New York, tu sentais qu'ils étaient un petit peu... c'était pas impossible pour eux de revenir. Je suis curieux de savoir ce que tu as pensé du match de Jalen Brunson, qui finit avec des très belles stats, 39 points, 2 rebonds, 13 passes. Qu'est-ce que tu as pensé du match de Jalen Brunson ? Bon, déjà, c'était au niveau de l'adresse, c'était un peu mieux quand même que... Enfin, les 2 premiers matchs étaient assez catastrophiques pour lui de ce point de vue-là. Il y a eu la production, 39 points, 13 passes, c'est plutôt un beau match. Après, je sais pas, c'est plus sur l'impression... la fameuse impression visuelle, je le sens pas encore dans le même mode que la saison régulière phénoménale qu'il a faite. Tu sais, je repensais, et j'exclus pas que ce soit faux, hein, mais tu sais, il y avait eu cette espèce de débat pendant la saison, je crois que c'était Candace Parker et Becky Hammon qui avaient dit, c'est Becky Hammon, j'ai un doute. Tu sais, tu peux pas avoir ton franchise player dans un match ultra clé de playoff qui est un arrière de petite taille, aussi doué soit-il. C'était Becky Hammon, Et du coup, à chaque fois que je vois Jalen Brunson un peu en difficulté, je me dis, peut-être que c'est pas si faux, sauf que il fait quand même 39 points, 13 passes, il shoot quasiment à 50%, c'est pas horrible, tu vois. Il va sur la ligne 12 fois, donc c'est plutôt une belle réaction, mais je sais pas, je l'ai moins senti leader, organisateur, tout ça. C'est un peu difficile à expliquer, tu vois. Je sais pas ce que t'en as pensé toi, mais... Si, en fait, je partage ton avis. Alors, je sais pas si c'est effectivement son volume, sa taille. Je sais pas si c'est pas la fatigue de la saison aussi, qui a été longue. Il a beaucoup tiré. C'est aussi, il faut reconnaître la qualité du travail défensif des Sixers, avec Kelly Oubre et par moment Nicolas Batum le gênent beaucoup par leur taille, en fait. Parce qu'ils arrivent à rester dans ses appuis. Quand ils sont passés, ils sont quand même pas très loin, ils le gênent. Et en fait, là où je trouve qu'il a beaucoup de mal dans cette série, c'est sur son jeu de mid-range, en fait. Sur son petit tir à 2 points, là où il est très important pour lui. Il a été excellent toute la saison. Ce qui était intéressant quand même dans ce match-là, c'est qu'il a trouvé des solutions parfois en allant carrément au bout, quoi, en allant au lay-up, en allant sur la ligne des lancers francs. Donc il s'est adapté, il a fait un bon match. Je dis pas du tout que Jalen Brunson a fait un mauvais match, mais je partage ton avis dans le sens où c'est pas encore le rendement qu'est le sien. À voir s'il arrive à trouver la solution, à se
départir un peu mieux, se dépêtrer un peu mieux de la défense des Sixers. Mais Kelly Oubre, je trouve qu'il fait un travail vraiment monstrueux sur Jalen Brunson. Oui, il a fait un très bon match hier. En Ouais. plus, globalement, j'avais pas vu ses stats. 15 points à 6 sur 8 pour Kelly Oubre, 7 rebonds, 3 passes, 2 interceptions. Donc vraiment match énorme pour Kelly Oubre. Et puis du côté des Knicks, moi j'ai trouvé Isaiah Hartenstein excellent, Toujours, handicapé par les fautes. Ouais, là, mais là, toujours début de excellent. match énorme avec Ouais. ses petits fauteurs main gauche. Malheureusement, voilà, les fautes sur Embiid, il a fait des allers-retours avec le banc. Mm. Par contre, effectivement, il y a voilà, Di Vincenzo qui fait son moins bon Ah, il match, est je passé à pense, côté, ouais. largement. Ouais, Ouais. 5,2 sur 7. Il, il a manqué une deuxième. Ouais, un coup de plus en fait. New York était à la recherche d'un coup de boost offensif et l'a pas trouvé. Voilà, Deuce McBride a eu un bon passage, mais finalement, on peut pas s'attendre non plus à ce qu'il enchaîne les performances à 20 points Ouais. et plus, mais ça n'a pas tout à fait été ça non plus. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a Oji Anunoby fait bon match, mais j'ai l'impression que du côté des Knicks, il manquait quand même un mec qui allait ramener un peu de peps, mettre vraiment une grosse adresse à des moments clés pour espérer prendre ce match. Ouais, et après, bon, je suis pas trop inquiet pour les Knicks parce qu'ils ont plutôt. Il y a ce troisième carton qui est désastreux pour eux parce qu'ils prennent 43 points, c'est pas. Ouais. Enfin, c'est pas dans leurs habitudes. Mais globalement, je suis pas trop inquiet. J'ai l'impression que là, enfin, Philadelphie a quand même dû avoir Embiid à 50 points et mettre voilà, une atmosphère un peu particulière dans le match pour que ça bascule en leur faveur. Je pense que c'est que la vérité d'un match pour le coup et je suis pas trop inquiet. J'ai l'impression que Di Vincenzo va retrouver de l'adresse, que autour peut-être même dès le prochain match à Philadelphie aussi, ça le fera. Je suis pas inquiet pour les Knicks en fait. Mais ouais, au moins il y a eu la réaction de Philadelphie que les gens espéraient, c'est-à-dire rentrer dans le combat, enfin, quoi que ça veuille dire. Voilà, il y a la situation avec Embiid, mais ils ont été présents. Tu parlais de la défense d'Oubre et tu avais évoqué rapidement celle de Batum. Batum fait pas un match statistiquement impressionnant, 4 points, 6 rebonds, 2 passes, mais par contre en défense il était vraiment, vraiment là. Il a fait un très bon match défensif de mon point de vue et c'est aussi pour ça qu'il a joué quasiment une demi-heure. Ouais, et absolument. Et les Sixers, voilà, point intéressant quand même, qui ont gagné la bataille du rebond, donc pas de beaucoup, 36 à 32, mais Ouais. malgré tout, voilà, on sait que c'est un des secteurs clés de la réussite des Knicks. Donc voilà, à suivre. New York est toujours en contrôle de la série, ils ont gagné leurs 2 matchs chez eux, ils mènent 2-1, mais on le sentait de toute façon que cette série, elle allait être sulfureuse. Je pense qu'elle Ouais, elle risque d'être accrochée jusqu'au bout. Allez, on enchaîne avec une série. Alors tout à l'heure, je disais oui, qu'une série de playoffs, ça commence quand une équipe gagne à l'extérieur. Bah, il y a une équipe qui a gagné à l'extérieur, c'est les Denver Nuggets qui sont allés s'imposer aux Lakers. Mais je sais pas si les Lakers savent que la série a commencé. 3-0, ça commence à être dur. Je sais pas ce que tu as ressenti sur ce match, mais j'ai l'impression il y avait une espèce de sentiment d'impuissance des Lakers. Tu sais, même dans le quatrième quart-temps où finalement le match ils sont pas. C'est encore relativement jouable. Ils sont à 10 points, ouais. 12 points de Denver. Il reste beaucoup de temps. Et il y a un moment catastrophique, là, de plus de 3 minutes, pas loin de 4 minutes de suite, sans le moindre point marqué du côté des Lakers. Sans même que Denver fasse plus d'efforts que ça. Ils étaient vraiment en cruise control, j'ai trouvé, sur la fin du match. Qu'est-ce que tu as retenu, toi, de ce match? C'est-à-dire que le scénario se répète et d'ailleurs les Nuggets ont l'humilité d'avouer que même s'ils sont maintenant sur 11 victoires de suite contre eux, que c'est jamais des matchs faciles. Alors ça peut paraître être un excès d'humilité, mais c'est vrai. C'est-à-dire que Jokic décrivait ça comme un peu un cache-cache où où il joue au chat et à la souris. C'est-à-dire que les Lakers, ils ont encore pris 10-12 points d'avance. À un moment, ils sont dans les matchs à chaque fois. Hein, leur début de match sont bons. Il y a toujours un moment où tu as l'impression qu'ils ont compris que Denver aura pas de réponse sur ce soir-là en particulier. Et il y a la reprise de contrôle, puis qui s'accompagne derrière d'une perte de confiance de la part des Lakers. Et puis quand tu as des joueurs comme Jokic, Murray, Aaron Gordon qui a fait un super match. Ouais, MVP de la soirée. Il y avait Excellent. Embiid, mais dans ce match-là, en tout cas. Ah ouais, Je te donne ces stats vite fait, comme ça tu peux enchaîner. Ouais. Il termine avec 29 points à 12 sur 18 au tir, 5 sur 6 au lancer franc, alors qu'on sait que c'est pas forcément son registre de prédilection. 15 rebonds, 3 passes, 1 interception, il était partout. Ouais, il est phénoménal. Tu sais, la relation qu'il a développée avec Jokic en dehors du terrain, elle se traduit aussi sur le terrain maintenant. Je trouve, peut-être que c'était le cas avant, mais je remarque beaucoup plus leur connexion sur le terrain qu'avant, technique. Et il a fait un match super. Les Nuggets, globalement, ont fait un bon match, à l'exception du premier quart-temps qui est vraiment à l'avantage des Lakers.
derrière, ils ont joué à leurs mains, ils ont accéléré quand ils ont senti que le moment était venu. Jokic, 24 points, 15 rebonds, 9 passes. Ils Sans ont été forcer. aussi exactement sans forcer, mais toujours en donnant le tempo, tu vois. Sur la fin de match où ils ont justement été en contrôle, c'est encore lui qui pilote et qui trouve ses partenaires en bonne situation, qui met les petits paniers qui te démoralisent. Et en face, à moins de faire des miracles, c'est pas possible, tu peux pas en fait. Ils le savent, les Lakers le savent, ils savent que ils partent quasiment battus en se disant bon allez on va essayer quand même parce qu'on a LeBron James, Anthony Davis et compagnie, mais ça suffit pas, ça suffit pas là cette nuit encore. Et alors, surtout quand à la limite si tu peux avoir de l'espoir si tu as d'autres joueurs en dehors qui performent, mais t'es tombé sur un soir où D'Angelo Russell je fais 0 sur 7, il met pas un panier, il finit le match sur le banc, enfin c'est extrêmement déprimant pour les Lakers et même les fans maintenant, ça ils sont complètement abattus à 1 minute de la fin, ils étaient Ils ont, partis alors que ils ont été hués même, les Lakers sur ouais, leur terrain. ouais, ils ont été hués. Tu sens aussi qu'il y a des petites tensions en ce moment. Enfin, au niveau du coach, tu sens que les taux se resserrent un peu parce que il y avait les déclats d'Anthony Davis qui lui ont été reprochés apparemment en interne, qui se met le doute sur les choix de Darvin Ham. Là, tu sens qu'on n'est pas loin. Ça ressemble un peu à une équipe qui est au bord du précipice et pour laquelle il va se passer des choses pendant l'intersaison. Et quelque part, c'est injuste parce que peut-être que les Lakers auraient été plus à leur avantage contre n'importe quelle autre équipe, mais c'est la loi du classement de la saison régulière. Tu tombes sur cette équipe-là qui est pas vraiment adaptée à toi, qui est très difficile à battre et tu peux pas t'en sortir, quoi. C'est déprimant et à la fois très logique. Ouais, je pense que Darwin Ham, là, il est sur Airbnb en ce moment en train de regarder un petit peu combien il peut louer son appart ou sa maison à Los Angeles pour aller voir ailleurs. Mais un joueur qui a été excellent, c'est Michael Porter Jr., 20 points, 10 rebonds, 3 passes. À la fin, tu sais, quand c'est encore peut-être jouable pour les Lakers, tout n'est pas perdu. Il met 2-3 tirs vraiment qui finissent de les enterrer. Effectivement, tu as raison, LeBron, Anthony Davis, irréprochable. Anthony Davis, 33 points, 15 rebonds, 3 passes, une interception. LeBron, 26 points à 12 sur 20 au tir, 6 rebonds, 9 passes. Tu peux difficilement leur demander plus à ce stade de leur carrière. Austin Reeves finit avec 22 points, mais il a marqué aussi pas mal de points à la toute fin. À la fin, quand ça ne servait à rien. Ouais. Voilà, le panier à 3 points juste à la fin, ouais, par exemple. Ouais. Exactement, quand c'était plié. Donc voilà, cette équipe tout simplement qui manque trop de ressources. Tu parlais de D'Angelo Russell, il a fait un très bon match 2, mais sur les 6 derniers matchs, je sais plus, on avait mis une stat qui était assez effroyable sur son adresse à 3 points sur ses derniers matchs en playoff. Voilà, on savait que ça serait pas la solution. On savait aussi que cette équipe de Lakers n'était pas bâtie pour pouvoir espérer passer Denver. Les matchs sont disputés, mais bon, ça va pas. La série va pas durer bien longtemps encore, je pense. C'est fou, tu te rends compte, il y aura peut-être un deuxième sweep de suite contre le même adversaire. Psychologiquement, c'est compliqué. Hein. Ça peut provoquer des choses qui ne se seraient pas passées s'il y avait eu un score plus serré. Alors, c'est pas terminé, mais il n'y a jamais une équipe. Il faut savoir, je ne veux pas démoraliser les fans des Lakers, mais il n'y a jamais une équipe qui a remonté un 3-0 en playoff. En gagnant après, il y a déjà eu 3-3 la saison dernière, Boston-Miami, mais bon, là, on va partir du principe que la série est terminée. Enfin, moi, je considère qu'elle est terminée. Les Lakers vont peut-être prendre un match, 2 grands max si Denver se relâche vraiment. Mais Denver me semble tellement... Je reste sur ma ligne sur ce que je dis depuis le début. Tu vois, ils ont tellement d'options, d'alternatives que c'est trop compliqué. 2 matchs, je le vois pas. Honnêtement, Michael Malone, je le vois pas. Je vois pas comment ça pourrait se produire. À la fin du match, il y a plus 10 ou plus 12 pour Denver. Il reste 3 minutes, un truc comme ça. Les Lakers marquent. Mike Malone, il prend temps mort tout de suite. Il le fait 2 fois de suite dans les 4 dernières minutes, prendre temps mort parce qu'il a l'impression que son équipe est pas structurée comme il faut, etc. Donc je vois difficilement les Lakers prendre 2 matchs. Alors, je voulais vous dire, si vous avez entendu du bruit cette nuit, fallait pas vous inquiéter. C'était Frédéric Young, George Eddy et Shai Mamou qui célébraient la victoire du Orlando Magic, qui a explosé les Cleveland Cavaliers 121-83. Voilà. Yeah. Honnêtement, sans être partisan du tout, parce que j'aime bien ces 2 équipes, ça faisait plaisir quand même de voir Orlando pouvoir redévelopper un petit peu de jeu offensif, voir le panier rentrer dans le ballon rentrer dans le panier. J'imagine que tu as kiffé, Shai. Ouais, on n'en pouvait plus. Les 2 premiers matchs, offensivement, c'était terrible. Et puis d'un côté, ça confirmait les petites lacunes qu'il y avait pendant la saison. Là, on espérait tous ceux qui aiment bien le Magic et même je pense les observateurs, personne n'a envie de voir une série pas disputée. Tout le monde espérait voir le Magic moins maladroit, moins
moins timoré par le rendez-vous, par l'enjeu. Tu vois, c'est une équipe aussi jeune qui découvre. Ce qu'on a dit hier sur OKC, qui avait fait un premier match poussif, là, pour le Magic, c'était 2 matchs poussifs, voire catastrophiques. Et là, enfin, on a vu le visage qu'on a bien aimé de cette équipe. Ça s'est transformé en démonstration. Alors, ce qui était top, c'est que la salle. Tu disais que nous, on avait fait du bruit chez nous, probablement, mais la salle il y avait une énorme atmosphère et tous les joueurs l'ont décrite après. Et ça s'est transformé en correction, hein, à part les 5 premières minutes où Cleveland était bien. Après, c'était un match à sens unique. Ils ont eu jusqu'à 43 points d'avance, Orlando, quand même. Ouais. Et ça finit à plus 38. C'est la plus lourde défaite de l'histoire des Cavs en playoff. Ils finissent avec seulement 83 points au compteur. Ouais, il n'y a pas eu de match, mais bon, je suis assez content qu'on ait pu voir le vrai visage d'Orlando. Ouais, tu parlais de l'ambiance, je pense que c'est un facteur qu'il faut souligner. On le sentait, nous, à travers l'écran même. Pour une équipe jeune comme celle d'Orlando, dont c'est les premiers playoffs, vraiment, je pense qu'il y avait tout, en fait. Tu vois, l'enthousiasme de la salle, le public qui attendait de revoir des playoffs depuis je sais même plus combien d'années. Toi, je sais que tu barres les jours année après année sur ton mur, un mur qui est tout noir maintenant. Mais voilà, c'était chouette. Il y a un joueur quand même qui est sorti du lot du côté d'Orlando. Oui. Paolo Banchero qui finit avec 31 points à 13 sur 26, 14 rebonds, 5 passes, une interception. J'ai une petite quote à te lire, Ouais. Shai. Donc c'est une phrase qu'il avait prononcée avant le match au micro du journaliste Tyler Tynes. Et il avait dit, il n'y a aucune équipe où il n'y a pas un seul joueur qui est capable de m'empêcher de marquer. Surtout cette année, personne n'est capable de le faire. Je suis sans doute un petit peu delusional, c'est-à-dire comment on pourrait traduire ça. Je me méprends un peu peut-être. C'est un peu, ça peut paraître irréaliste, quoi. Pareil, Voilà. j'ai pas le terme exact, mais oui, on voit C'est ce ça. qu'il veut dire. Je suis peut-être un petit peu fou de penser ça, mais Ouais, je n'ai voilà. jamais eu le sentiment d'avoir la moindre faiblesse dans mon jeu. Mm. Jamais. Phrase corroborée dans la foulée par Coach K qui disait il n'y a aucune partie de son jeu dans laquelle il n'est pas incroyable. C'est l'un des des joueurs, comment on peut dire ça, des joueurs les plus complets que j'ai vu. En fait, il dit Coach K, one of the ultimate positionless players, donc un joueur qui peut jouer en gros sur les postes 1 à 5. Hier, on l'a senti, enfin, je sais pas quand tu as ressenti ça, Shai, mais moi, je l'ai senti libéré, Ouais, complètement. déterminé. Voilà, il a eu tout l'impact. Moi, j'adore ce joueur, c'est pas un secret. Je pense que son potentiel est vraiment monstrueux. Il a été le capitaine, le leader vraiment de cette équipe, le franchise player que le Magic attendait sur ce match. Ouais, mais c'est marrant que tu reparles de Coach K parce que c'est le dernier c'est le dernier prospect one and done qu'il a coaché avant de prendre sa retraite et il avait dit que c'était pour lui l'un des tout meilleurs qu'il ait eu. Et on sait quand même que les joueurs qui sont passés par là. Et là, on a vu ce joueur-là, on a vu ce joueur qui a été All-Star cette saison, qui est plutôt mature malgré son jeune âge. Il a que 21 ans. Et dans le match qu'il fait, il fait toute la ligne de stats que tu as évoquée là, 31 points, 14 rebonds, 5 passes. Il le fait en 29 minutes. Ouais. Il perd aucun ballon. Et il y a que 3 autres joueurs qui avaient de son âge, de 21 ans ou moins, qui avaient fait cette ligne de stats-là de 30, 10 et 5. Et c'est LeBron James, qui l'a fait 3 fois, Luka Doncic et Magic Johnson. Donc, en termes de précocité, de propreté sur un match de playoff, voilà, il a vraiment fait une grosse performance. Certes, c'était dans un match à sens unique, mais voilà, tous les fans du Magic sont contents de l'avoir retrouvé dans ces dispositions-là. C'est pas si étonnant de passer à côté d'un match ou deux en playoff, tant l'atmosphère, l'intensité et tout ça, c'est différent, mais ça a vraiment fait plaisir de le voir, de le voir comme ça. Ouais, et Jamal Mosley qui avait procédé à un ajustement, il était revenu avec son 5 plus classique en remettant Wendell Carter Jr. dans le 5 majeur à la place de Jonathan Isaac. Ouais. Voilà, donc ouais, d'un point de vue statistique, Carter Jr. n'a pas forcément pesé énormément sur le match, mais je pense quand même que ça a permis effectivement à Orlando de partir sur une bonne dynamique. On en parlait avant de commencer le CQFR. Moi, j'ai adoré l'impact de Jalen Suggs sur ce match. Il termine avec 24 points, 4 rebonds, 3 passes, 2 interceptions et 1 contre même, mais une activité de chaque seconde, une défense dure. Ils ont fait vivre quand même une soirée vraiment galère à Donovan Mitchell qui finit avec 13 petits points, 6 sur 16 au tir. 5 rebonds, 7 passes, quand même, il a pas fait que shooter. Mais ouais, l'impact de Jalen Suggs, impressionnant sur ce match. C'est le Suggs qu'on a vu toute la saison, c'est-à-dire un mec qui sera peut-être, j'espère, dans une All Defensive Team, la première ou la deuxième, je pense que ce sera mérité, qui a un profil de mec qui un jour sera peut-être défenseur de l'année. Là, on l'a vu sur l'activité, l'agressivité. Et à côté de ça, moi, ce que j'aime bien, c'est ce côté two-way, parce que c'est pas juste un énorme défenseur.
Mm. Il arrive sur un match comme ça, 24 points, il rate très peu. Je sais pas, il a raté 1 ou 2 tirs dans le match. C'était impressionnant. C'est un joueur qui. Alors, on en parlait entre nous avant de démarrer, mais quand il était à Gonzaga, c'était vraiment un énorme prospect. Hein, il est pris en 4e, il emmène son équipe en finale. Enfin, il rentrait des buzzer beaters à chaque tour quasiment. Il est devenu cette saison et il est en train encore de devenir un joueur que j'imaginais pas. C'est-à-dire qui semble spécialisé sur la défense, mais qui est en fait ultra complet. Il n'a pas fini de progresser. Et il fait partie de ce noyau dur du Magic qui fait que les autres fans, les fans du Magic, moi y compris, ont l'impression de tenir quelque chose de fort avec Banchero, Wagner et Suggs, en plus des autres qui, j'espère aussi, vont rester et se greffer. Hein, mais tu as raison, moi, toute cette saison, de toute façon, lui, ça a été ma vraiment très bonne surprise. Et il y a un truc, il y a un facteur important, c'est juste qu'il joue, il peut jouer, il n'est pas blessé. Ça a été un problème sur ses premières saisons, c'est qu'on disait, j'entendais, c'est un bust, il méritait pas d'être pris là, mais il était très souvent blessé. Et là, la saison où il n'est pas trop blessé, tout de suite, on a vu ça avec plein d'autres très bons joueurs. Hein. Donc ouais, ravi du match de Suggs, ravi du match de Banchero, et je reprends un peu espoir en une éventuelle qualification, même si ce n'est qu'un match et à domicile. Ouais, mais en tout cas, la série semble relancer. Moi, du côté de Cleveland, juste pour finir, moi, j'attends un réveil de Darius Garland. J'arrive pas à savoir s'il est toujours limité au niveau de son... Il a eu des problèmes au dos. Je sais pas si c'est ça ou pas, mais hier, il était assez catastrophique. Il était même méconnaissable sur le terrain. Donc, on verra dans le match 4 ce que ça donnera. Écoute, voilà, on a fait le tour des matchs de la nuit. Cette nuit, donc, dans la nuit de vendredi, 3 matchs encore de playoffs qui vont être passionnants. Il y a le Bucks Pacers, le Clippers Mavericks qui s'annonce saignant, et le match Minnesota contre Phoenix, donc match pas le droit à l'erreur pour les Suns ce soir. Nous on suivra ça lundi prochain. On fera donc un déroge de tout ce qui sera passé le week-end dans le CQFR de lundi. Il y a une récompense malgré tout qui a été donnée hier encore, Shai, l'une des plus attendues je pense par tous les fans de la Terre. Est-ce que tu peux nous dire quel trophée a été remis hier? J'aime bien parce que quand je t'ai dit tout à l'heure, ah oui, tiens, il faudrait peut-être qu'on parle du trophée de Clash Player, tu as dit, ah oui, il faudra peut-être prévenir Steph Curry, donc, qui a gagné ce trophée, qui va devoir revenir chercher un trophée et partir de ses vacances. Mais oui, Steph Curry qui a été désigné Clutch Player of the Year. Alors, comme ça, de prime abord, ça peut sembler être une sorte de lot de consolation pour faire plaisir à une star ou quoi, mais il se trouve que c'est quand même ça se justifie statistiquement parce que pour rappel, donc c'est la 2e saison qui a le trophée de Clutch Player of the Year. Ça récompense donc le joueur qui est le plus productif, décisif dans les matchs serrés au cours de la saison. Et statistiquement, ça se tient parce que c'est le joueur qui a le plus marqué dans ces situations-là, 2 matchs serrés dans les dernières minutes, selon les critères de la Ligue. Il a mis 189 points sur 142 minutes qui rentraient dans les critères, à 50% d'adresse, 46% à 3 points, 95% sur la ligne. Il n'y a personne qui a fait mieux dans ces situations-là, donc c'est pas déconnant non plus de mettre Steph Curry. Après, l'intérêt de ce trophée, pareil, ce que tu me disais tout à l'heure, tu as dit, mais je comprends pas trop l'intérêt. C'est comme si on donnait le trophée au mec qui a pris le plus de rebonds, je comprends pas. Et c'est vrai que c'est un peu déroutant, mais c'est pour... faudra voir sur d'autres saisons, peut-être, où il y aura des mecs moins... là, il y a eu Fox quand même, qui était un All-Star l'année dernière, et Curry cette année. Mais si tu as... mettons un joueur de Détroit, je sais pas, peu importe qui, d'une équipe pas du tout compétitive, qui non, pas du tout Détroit, prends notre équipe. Je cherchais. Alors si Denny Avdia, Washington Wizards, se met à faire que des trucs énormes dans le clutch, et statistiquement ça se justifie, mais que son équipe perd tous les matchs, est-ce qu'ils vont le désigner lui ou est-ce qu'ils prendront juste quelqu'un Donc on va voir si c'est juste une récompense purement statistique ou s'il y aura un peu de réflexion derrière, comme pour les autres trophées de la saison. Donc à suivre pour voir si dans 2 ans, il n'y a pas un mail interne de la NBA qui partira donc le 25 avril en disant mais on a oublié d'envoyer les votes pour ce joueur, qui est-ce qu'on va prendre, ou si vraiment ça prendra de la place dans le folklore NBA. Affaire à suivre. Voilà, nous on vous souhaite en tout cas de passer un super week-end, plein de matchs de playoff. Nous on risque de pas dormir beaucoup et on vous donne rendez-vous très vite sur basketsession.com, sur nos différents réseaux, sur YouTube, où vous voulez, vous savez où nous trouver. Ciao à tous. Ciao.